Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois, chers amis, sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain dans sa totalité, chaque être humain qui passe sur cette planète, travaille sans le savoir à construire le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes vers la fin de cette réalisation-là. Entre la plus grande partie de ce travail, nous l'avons réalisé. Il y a déjà, on a commencé à s'organiser, à travailler dans ce sens, toujours en l'ignorant depuis très longtemps, il y a des centaines de milliers d'années. Donc là, on arrive vers la finalité. Il faudra peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. C'est l'homme qui est pressé en règle générale, mais l'humanité, elle a le temps. Voilà, alors pour démontrer cette théorie que j'éclaire de façon rationnelle le plus possible sur le site mécaniqueuniverselle.net que vous pouvez aller visiter, il y a toujours le lien sous ces vidéos, le lien vers le site sur Internet. Et pour éclairer cette théorie, je m'appuie sur des audios de temps en temps que j'écoute sur France Culture. Et là, c'est toute une série qui a été consacrée à François Châtelet, et dans laquelle François Châtelet faisait l'histoire de la raison à travers l'humanité, à travers la philosophie, on pourrait dire. Il part de Platon, Aristote, puis il fait un grand bond jusqu'à Galilée. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permettra de pouvoir voir ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, la période médiévale, entre Aristote et Galilée. Et puis de Galilée, ça monte doucement, Machiavel, etc. On arrive bon, bref, ça grimpe, on arrive à Kant, puis à Hegel. Et là, après Hegel, c'était Marx. Et donc, on voit à quel point la raison, là, s'est durcie, est devenue vraiment quelque chose de... L'Occident a tout misé sur la raison, sur la rationalité, et a fait disparaître le spirituel. Et en rentrant en voiture, là, de la déchetterie où je revenais, j'ai écouté l'émission d'aujourd'hui de France Culture. Je l'ai écoutée très brièvement. Et ça parlait de John Locke et de la conquête de l'Amérique. Et donc, du fait que l'Occident a pris prétexte que, en fait, les Indiens ne faisaient pas de culture, ne travaillaient pas le fer, ne travaillaient pas, ne modifiaient pas, en fait, le monde, leur territoire, pour dire, ben, ils sont pas organisés en société, donc cette terre ne leur appartient pas, elle nous appartient. On voit à quel point, là, c'est justement la raison qui prédomine. Il n'y a plus le spirituel, parce que ils comprennent pas la spiritualité du monde indien, qui justement fait corps avec la nature, fait corps avec les éléments, fait des prières à chaque fois qu'elle est un arbre ou quoi que ce soit. Enfin, il y a vraiment un autre monde. Et c'est justement à cause de cette raison. Donc, cette émission-là, qui est en train de se terminer, comme il est 11 h, elle doit être juste en train de clore cette émission. J'en ai écouté que des bribes, mais on va la prendre dans la foulée. Mais j'ai beaucoup de travail. Là, on va attaquer l'épisode 19 sur 20, donc dans l'histoire de la raison par François Châtelet. Nietzsche, une pensée radicale. Et donc là, on va voir ce qui est dit de Nietzsche à travers la raison. Je lance l'audio, je la découvre en même temps que vous,
et je commente ou je digresse, je fais des digressions à partir de cette écoute. On y va. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était passé sur les Nuits de France Culture à l'époque, dans les années 80. Une transition entre la raison classique et la situation actuelle. C'était ainsi que François Châtelet présentait Nietzsche dans le 19e épisode d'Une histoire de la raison, une série proposée par Émile Noël en 1992, composée à partir des entretiens qu'il avait réalisés avec François Châtelet en 1979. On y entendait le philosophe, disparu en 1985, retracer les grandes étapes de la rationalité, toujours avec le souci de rester accessible aux moins philosophes de ses auditeurs. Dans cet avant-dernier numéro, ce long voyage commencé dans la cité grecque touchait à son terme en abordant le moment où la rationalité triomphante est soumise aux ébranlements de deux esprits, de deux penseurs que cependant tout oppose, Nietzsche et Freud, qui brusquement nous obligent à fixer les yeux ailleurs, nous dit François Châtelet. Après eux, la philosophie nous oblige à regarder ailleurs. Et ça, sur la mécanique universelle, j'ai dit quelque chose de presque similaire, sans connaître cette pensée, à propos de Freud. J'ai dit, voilà, Freud, pendant le siècle juste un peu avant, donc les Lumières, braquaient un peu leur visibilité sur le futur. Ce futur, c'était Marx, voilà par exemple Marx ou Proudhon, Fourier, Saint-Simon, visaient l'avenir, pensaient à l'avenir. Et Freud a pris cette lumière qui était posée sur l'avenir et l'a braquée sur nous. C'était le moment où il fallait se regarder soi-même, comprendre pourquoi nous avions ces pathologies, pourquoi nous sommes pourquoi nous vivons comme nous vivons, etc. Et donc cet intérêt sur nous était fondamental, mais en ramenant tout ça, ça amène cet égocentrisme, ce narcissisme. On pense plus à l'avenir. Ça a été le moment qui a fait que c'était l'instant qui était prédominant. Et je pense que Nietzsche fait la même chose en fait. C'est après donc Marx, ces penseurs-là, parce que Freud c'est un philosophe, c'est un penseur aussi. On ne peut pas en faire quelque chose comme certains essayent d'en dégrader l'image. C'est quand même un penseur inouï pour l'évolution. Et donc, il ramène à ce moment-là, donc à la fin du 19e siècle, au début 20e, le regard sur nous-mêmes. Donc, ça change la perspective. Et voilà. Pardon. Ne pouvait plus être la même. Qu'est-ce que la philosophie aujourd'hui ? S'interrogeait François Châtelet dans cette émission. Ce qui n'est pas philosophique, voilà ce que la philosophie a à comprendre aujourd'hui, répondait-il. Donc, pour finir, pour clore le truc, c'est que maintenant, cette vision sur nous-mêmes, le spot qui était posé sur l'humanité actuelle, sur l'actualité, sur le moment, sans se dire mais on s'en fout de ce qui se passe après, etc. C'est fini ce temps, à mon sens. Maintenant, l'humanité va commencer à rebraquer son regard sur le futur, à se demander où elle va, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on voit que en braquant la lumière sur nous, on découvre des choses grâce à Freud, etc., et puis sur notre propre existence. Mais on manque d'optimisme, on manque de visibilité, et on agit à tâtons, on vit à tâtons. On ne sait pas ce qu'on fait exactement, on est là. Ça enlève du sens à notre évolution.
Une réponse qui serait approfondie dans l'épisode suivant, le dernier de la série. François Châtelet, Une histoire de la raison, 19e d'une série en 20 épisodes, Une pensée radicale, une émission diffusée la première fois le 27 août 1992 sur France Culture. Une histoire de la raison. Par François Châtelet. Une série d'Émile Noël. Ah, on entend mieux comme ça. Oui. On n'est pas sérieux quand on a, je sais pas quel âge. Une pensée radicale. Et on peut pas être sérieux en fait, parce que il n'y a rien qui tienne, on fait semblant d'être sérieux. Il y a des gens qui font qui se montrent sérieux, mais franchement, l'humanité, il faut faire notre travail le plus sérieusement possible, mais pas se prendre au sérieux. Nous voici presque arrivés au terme de nos conversations, François Châtelet. Or, hier, juste en terminant, vous avez lancé un nom, entreprise critique d'une radicalité bouleversante, je reprends vos propres termes, Friedrich Nietzsche. Voilà, donc on part sur Friedrich Nietzsche. J'en profite pour signaler que si vous pensez que cette vision atypique et particulière de l'évolution et qu'il est temps maintenant de prendre conscience de ce qu'on réalise pour repasser sur l'optimisme, parce que en fait quand on ne sait pas pourquoi on est présent sur cette planète, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis né, qu'est-ce que c'est ce truc, puisqu'un jour ou l'autre il faut que je dégage la piste, qu'est-ce que je fais, à quoi sert mon activité, à quoi sert ma vie, est-ce que je suis mauvais quand j'agis mal, etc. Toutes ces choses-là sur lesquelles je réponds, sur la mécanique universelle, si vous pensez que c'est important maintenant d'éclairer cette vision, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à l'espace, c'est gratuit, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et tout ça augmente la visibilité du site, mais uniquement si vous le jugez nécessaire, que si vous le jugez nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. L'auteur de La naissance de la tragédie, sa première œuvre, en 1872, il a 28 ans, Nietzsche se présente comme un obstacle majeur à la raison philosophique. Et cela nous renvoie à nos toutes premières conversations portant sur l'invention de la raison par la cité grecque. J'avais essayé de montrer dans les deux premières rencontres comment la rationalité philosophique s'était construite face à un défi. Le défi posé par la cité grecque avec ses inventions et ses drames. Cette rationalité s'est développée, elle a produit des effets, et on peut dire d'une certaine manière que la civilisation dans laquelle nous nous trouvons est un résultat de l'évolution de cette rationalité lorsqu'elle est passée dans les actes des hommes et qu'elle a été mise en œuvre par des volontés de groupe. J'ai été perturbé, je suis désolé, voilà, il est passé quelqu'un et c'est tout de suite, ça c'est complètement mon esprit est vide, donc j'ai plus entendu ce qu'il était en train de dire et c'est une catastrophe. Face à un défi, voilà. Le défi posé par la cité grecque avec ses inventions et ses drames. Cette rationalité s'est développée, elle a produit des effets, et on peut dire d'une certaine manière
que la civilisation dans laquelle nous nous trouvons est un résultat de l'évolution de cette rationalité lorsqu'elle est passée dans les actes des hommes et qu'elle a été mise en œuvre par des volontés de groupe. Et puis voici qu'à la fin du XIXe siècle, une manière de prophète, ou je préférerais dire de poète, mais qui est un poète en même temps qui résonne très fort et très ferme, se met à douter de la raison, de ses fondements, de ses justifications théoriques, et aussi met en question les effets de cette rationalité. Eh bien, j'avais pas vu Nietzsche sous cet angle-là, et c'est quelque chose de génial. Parce qu'en fait, je comprends mieux l'intérêt de ce... En fait, il clôt cette montée de la rationalité furieuse, on pourrait dire, ou fanatique, où on va vers le rationnel absolu. Donc, juste ce que je viens de dire avant, à propos de l'Occident qui va Locke, par exemple, qui dit que la terre n'appartient pas aux Indiens parce qu'ils ne savent pas en extraire le minerai, en faire quelque chose, voilà, en faire de l'or, en faire, etc., etc. Et donc, ils ne comprennent pas cette rationalité qui ne comprend pas le spirituel parce qu'elle marche que sur une patte, c'est-à-dire que sur le rationnel. Et elle a écarté le spirituel pour pouvoir travailler correctement le rationnel. Donc c'est logique que ça se soit passé comme ça, que le rationnel et que les rationnels, en fait, les scientifiques, en gros, aient écarté le religieux qui posait des problèmes aux scientifiques quand il demande quand le religieux demande à Galilée de renier sa parole, ses inventions, etc. On voit bien que quand le religieux a trop de pouvoir, a le pouvoir sur le spirituel, sur le scientifique, il exagérait à ce moment-là. Et donc, il est arrivé le XVIIIe siècle, le XVIIe, le XVIIIe siècle, où les hommes ont commencé à pouvoir, les scientifiques, à dire aux religieux, occupez-vous de votre truc, ne nous embêtez pas, laissez-nous faire ça. Mais c'est parti dans le rationnel absolu. En écartant le religieux, ils ont aussi écarté l'idée de Dieu. Et donc, on s'est retrouvé avec une hyper-rationalité. Et Nietzsche dit ça, non, ça peut pas fonctionner, d'après ce que je viens d'écouter là. Mais là, ça donne beaucoup de crédit à Nietzsche. Et sans doute Freud, puisqu'il parle de Freud aussi dans le truc. Ça change complètement de... C'est vraiment la transition, à mon avis, entre la raison classique et la situation dans laquelle nous nous trouvons. En fait, lorsque Nietzsche a développé... C'est bien, on revient sur... Il faut vivre son existence. La raison, c'est bien de chercher à comprendre, etc., de tout mettre sur la science, de tout rationaliser, mais c'est le bonheur qu'il faut placer. C'est la joie, c'est la naïveté, c'est l'enfant, etc. C'est ça qui est l'important en réalité. Et c'est marrant parce que... développer sa pensée entre les années 75 et 1900, qui est la date de sa mort. 1875. Bien entendu, il ne pouvait pas être compris. C'est maintenant que nous commençons à saisir compris à cette époque-là. Et cela nous montre que le développement de la raison et sa critique peuvent se développer hors de ce corpus spécifique qui est celui de la philosophie de type classique, de type professoral. Car Nietzsche n'a jamais été professeur de philosophie. Il était philologue. Intéressant. Nietzsche n'a jamais été dans le sérail, n'a jamais été un universitaire au sens propre du terme, un professeur, etc. Et donc, la philosophie, il vient de dire, elle peut se développer hors du sérail. La mécanique universelle, c'est ça.
moi, j'ai même pas le certificat d'études, j'ai fait aucune étude, mais aucune. Donc, j'ai étudié l'électricité pour essayer d'avoir un CAP que je n'ai même pas eu. Donc, c'était un truc complètement en dehors. Mais là, aujourd'hui, il y a la place pour un type comme moi. Et il y en a beaucoup des types comme moi et ça, c'est gigantesque dans l'évolution de l'humanité, parce qu'au 19e ou au 18e ou au 17e ou au 16e, ben, si tu n'étais pas dans le moule, si tu n'étais pas dans l'élite, tu pouvais pas étudier, tu étais une bête de somme et tu devais travailler du matin au soir jusqu'à ta mort. Donc, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Et ça permet d'amener une autre vision, parce que moi, je viens du bas prolétariat. Donc, il y a une autre éthique. J'ai été élevé avec d'autres valeurs. Mais mon père, aide-maçon, m'a donné des valeurs qui sont pas les mêmes que je sais pas moi, celles que donne la bourgeoisie. Mais même si c'est schématique, mais ça, voilà. Donc, ça va donner là, on va vraiment vers la démocratisation du monde. C'est-à-dire que le meilleur de toutes les formes de pensée, par exemple, eh ben, elles vont pouvoir se retrouver sur Internet. Elles vont pouvoir être récupérées, prises, malaxées. Et donc, il n'y a plus l'élite, la non-élite, etc. Ça, c'est vraiment incroyable. Même si encore aujourd'hui, l'élite, elle ne s'intéresse pas à un travail comme le mien. Elle n'a pas le temps. C'est pas que ça ne pourrait pas l'intéresser, c'est qu'elle n'a pas le temps, tout simplement. Elle doit nourrir son narcissisme à la télévision, se gargariser je suis un peu méchant, mais de se sentir supérieur, quoi. Voilà, on le voit quand je suivais des cours à la fac, il y avait des séminaires, des choses comme ça, mais c'est des trucs qui sont là pour qui malheureusement nourrissent un peu le narcissisme et l'élitisme, quoi. Mais on est dans un monde qui nourrit l'élitisme, hein, de toute manière. Devenu poète, il a construit une œuvre sous forme de formules, de recherches, d'essais, mais il n'y a pas de lui d'œuvre systématique. Nietzsche, c'est intéressant de le prendre comme articulation, comme introduction à cette réflexion sur ce qu'est la philosophie aujourd'hui, parce que Nietzsche met en quelque sorte en question les principaux pivots de la rationalité philosophique. Et d'abord, le platonisme. Il est bien d'accord en un sens avec Platon, lorsque celui-ci disait, ou bien vous choisissez l'hypothèse des idées, vous croyez qu'il y a un arrière-monde intelligible et vous acceptez de se soumettre à lui, ou bien vous êtes dans le malheur et l'immoralité. Nietzsche dit oui, le pari existe. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je l'avais capté quand il a parlé de Platon, justement de cet arrière-monde, le monde des idées, etc. Et ça donne du sens à l'humanité, à notre présence. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Cette importance de comprendre qu'on a un sens, que notre existence a du sens, que l'existence de chaque être humain a du sens. C'est ce que s'efforce de démontrer la mécanique universelle en disant le mendiant au coin de la rue, il a autant de sens que le sociologue qui va écrire sur la mendicité, sur le mendiant. Tous les deux agissent sur l'humanité, sauf qu'il n'y en a qu'un qui le sait. Il n'y en a qu'un qui reçoit les éloges de la société, à qui on dit c'est magnifique, votre livre, il est superbe, etc. Voilà, vous allez avoir le prix, machin, tout ça. Et on ne prend pas conscience de l'importance de celui qui collabore, du collaborateur de cette chose-là. Le patient de Nietzsche,
de Freud, il est aussi important que Freud pour l'œuvre de l'humanité. Ils ont travaillé tous les deux à l'œuvre de l'humanité. Et c'est ça qui est fondamental. Et cette prise de conscience de notre sens, l'importance de vivre, notre valeur, eh ben, Platon, en disant qu'il y a le monde des idées, en pensant que l'humanité évolue, les philosophes qui pensent que l'humanité évolue, qu'elle a un sens, qu'elle va quelque part, ils donnent de l'optimisme, ils donnent de la joie à l'humanité. Nietzsche pense que la joie, il faut écarter, peut-être que c'est ça, il faut écarter le monde des idées, donc le paradis, le monde de Dieu, voilà, qu'il y a un autre monde que celui-ci, et pas plus, il ne veut pas plus non plus que penser à l'évolution. Il dit, il faut vivre le temps présent, c'est en fait l'hédonisme, c'est ce que préconise Michel Onfray, des philosophes qui pensent à cet instant-là, sauf que ça apporte pas, ça équilibre pas, parce qu'on n'est pas, c'est impossible de trouver l'équilibre avec ça, parce qu'on comprend pas son sens. Le sens, il est fondamental, c'est ça qui, après la joie, le plaisir, l'hédonisme, la récompense pour son travail effectué, c'est normal de l'apprendre. On doit être des hédonistes, ça c'est clair. On devrait tous avoir l'aptitude au bonheur, à la joie, au plaisir, etc. Malheureusement, on voit bien que un monde qui préconise que ça est incapable de donner du bonheur aux êtres humains. Là, le libéralisme qui dit il faut prendre du plaisir, etc., il fait que plus personne prend du plaisir. Il y a plus d'abord les couples, ça n'existe pas. La sexualité, c'est devenu quelque chose, un désert pour une majorité d'êtres humains. Enfin, tout est l'hédonisme de la bonne bouffe, etc. Ça concerne 10% de l'élite qui peut se permettre ça. Les autres, ils sont obligés de se nourrir dans les supermarchés où ils bradent et où ils font de la nourriture dégueulasse etc. Donc, il y a un gros problème quand même derrière ce truc-là. Donc, le sens, comprendre notre sens, c'est fondamental. Voilà. Et tout le monde doit le comprendre, ce sens-là. C'est quelque chose de très important pour l'ensemble humain. Bon, je sens que Nietzsche va prendre beaucoup de temps. Mais on va faire beaucoup de vidéos. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il aurait fallu le faire. Car ce que l'on perd en choisissant l'hypothèse des idées, en acceptant le primat de ce discours rationnel unitaire, cet autre monde massif et autoritaire, c'est, nous dit Nietzsche, tout simplement la vie. Au nom de la sécurité. Et voyez-vous comment Nietzsche procède. Il ramène moralité, justice, tout cela. Il ramène à ce qui en est le fondement, à savoir la simple sécurité. La sécurité d'être ici-bas un brave homme et dans l'au-delà, s'il y en a un élu. Mais pour Nietzsche, ça n'a aucune espèce d'importance, car ce que l'on perd, maintenant, aujourd'hui, c'est la vie, c'est la sensibilité, c'est l'invention, c'est tout ce qui fait le prix de l'homme, c'est-à-dire une liberté active, une liberté créatrice. D'accord, complètement. Sauf que si ça donnait vraiment le bonheur, Nietzsche aurait été heureux. Ça aurait été il aurait incarné ce bonheur-là. Ça n'a pas été le bonheur dans son existence. Sa sensibilité n'est pas passée. Son monde n'a pas été favorable pour lui et pour sa propre joie. Donc, il y a quelque chose où on ne peut pas vivre un hédonisme athée. On ne peut pas vivre dans l'athéisme. L'athéisme, ça ne peut pas fonctionner.
c'est quelque chose on peut être dans le jouir, mais on peut qu'être devant la tragédie du temps qui passe, de nous rapprocher de la mort, etc. Parce que on n'a pas justement, on n'a pas ce support de penser qu'il y a un arrière-monde, que ça s'arrête pas comme ça, que notre rôle, que ce qu'on a fait, ça a du sens, que ça s'arrête pas avec nous, parce que être que dans la dimension du plaisir, c'est impossible de donner, d'apporter la joie et le bonheur. C'est pas possible. Ça apporte du plaisir, ça apporte des choses comme ça, mais ça apporte pas le fondement des choses. Et c'est pas pour rien que quand on agit, quand on fait du bien, on a la récompense, c'est un bonheur intérieur. On a une joie d'avoir fait quelque chose de bien pour autrui, d'avoir rendu service, d'avoir fait quelque chose. Et quand on a fait quelque chose de mal, même pour nous-mêmes, par égoïsme, parce que je voulais ce truc-là, je voulais prendre du plaisir au détriment de l'autre et le maltraiter, ça me dérangeait pas de le maltraiter pour pouvoir prendre du plaisir. Mais on a la culpabilité qui vient tout de suite derrière, qui nous gâche l'existence. On n'est pas donc mal agir apporte des souffrances. Agir dans l'éthique de l'humanité apporte de la joie, du bonheur. Et ça, c'est complètement... c'est pour ça que là, il y a de la violence qui se joue dans l'humanité. Ceux qui la produisent, la violence, ils sont malheureux, mais malheureux. Même si c'est le narcissisme qui leur fait croire qu'ils sont heureux parce que ils gagnent, ils massacrent l'autre, etc., etc. Mais c'est un drame, quoi. C'est pas vivable, quoi, dans l'état d'esprit. Ça nourrit que le narcissisme. Et il faut du narcissisme pour pouvoir avoir de la joie. Comme pour le colon, il faut qu'il soit narcissique pour pouvoir coloniser et ne pas avoir pitié de ceux qu'il colonise. Comme pour l'esclavagiste, il doit être totalement psychopathe pour pouvoir ne pas être bloqué complètement la souffrance qu'engendrerait le remords, etc. Il faut qu'il passe dans la mauvaise foi dont parle Jean-Paul Sartre. Il est obligé d'utiliser la mauvaise foi pour ne pas regarder en règle générale que ce qu'il fait, c'est une horreur. Et là, ceux qui massacrent à droite et à gauche, ils sont obligés d'être dans la mauvaise foi, donc ça fait des psychismes complètement fous, quoi. C'est pas quelque chose de positif. Donc la morale et l'éthique de l'humanité qui trace la route depuis des milliers d'années, c'est pas pour rien, c'est pas de la gnognotte, c'est pas pour rien que c'est ça qu'on suit. C'est pas pour rien que l'humanité a choisi de suivre Socrate plutôt que les sophistes qui disaient tu peux abuser de ton congénère si tu te fais pas prendre, si tu as le pouvoir, vas-y, tu peux y aller, c'est pas... Voilà, et c'est le principe même de la perversion narcissique, par exemple. Quand on écoute un pervers narcissique, si c'est pas moi qui l'aurais abusé, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Non, la morale, c'est pas du tout ça. C'est que 90% des gens ne l'auraient pas fait. 95% des gens n'auraient pas eu l'idée de le faire. Mais il y a 5% de gens qui vont, oui, effectivement, il y a 5% de pervers narcissiques qui l'auraient abusé, effectivement. Mais c'est une anti-morale que tu donnes en disant ça. Voilà. Voilà, les amis. Bon, je vais quand même... On va la faire longue, celle-là. Hein. Tant pis. On va avancer encore un peu. Nietzsche montre qu'en fait, le platonisme a instauré le règne du ressentiment. Il y avait des inventeurs, il y avait des créateurs. Alors, voilà. Et c'est encore une fois ce truc-là, ce ressentiment. Nietzsche pense qu'on peut
Ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça éclaire des choses superbes, balèzes. Nietzsche pense qu'on peut ne pas avoir de ressentiment, qu'on peut ne pas avoir de remords. L'aristocrate guerrier dont il parle plus ou moins, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça mérite d'être bien pointé. Mais l'aristocrate guerrier, c'est celui qui peut agir et sans avoir d'état d'âme, qui peut massacrer le faible, qui peut dominer le faible sans état d'âme. Et à la limite, s'il veut, il peut devenir grand seigneur et dire, bon ben voilà, ok, je te domine, maintenant je te laisse ta place, je te maltraite plus, comme nos cousins singes font. C'est-à-dire que le dominant, et quand il domine, le dominé tend son cou, et le dominant, c'est l'instinct qui le gouverne et qui lui dit tu ne le maltraites pas. Voilà. Donc, en arriver là, mais toujours, tout en préservant ce système dominant-dominé. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est valable que pour le narcissisme. Il n'y a que le narcissisme qui peut. Donc, il n'y a qu'une partie de la pathologie, il n'y a qu'une partie des dominants qui peut agir comme ça, qui peut vivre, qui peut dominer, et puis par la mauvaise foi, donc ne pas avoir de remords, ne pas avoir voilà. Et quant au ressentiment... Et puis, la philosophie d'école... Le ressentiment, c'est le sentiment de mal vivre l'injustice. Quand on voit que un dominant abuse un dominé, quand il parle du ressentiment, il parle, je pense souvent, pour le christianisme. Le christianisme va lui pointer du doigt, va lui dire, il faut pas que tu abuses, même tu es le plus fort, mais tu ne dois pas faire ça. Tu dois lui tendre l'autre joue. Enfin bref, tu dois ne pas faire cette chose-là. Et ça, Nietzsche le considère comme du ressentiment. Comme si, parce que le chrétien ne peut pas être le dominant qui abuse, il va pointer du doigt celui qui abuse par ressentiment. Non, c'est les milliers, les dizaines de milliers d'années d'évolution qui ont conduit à cet état d'esprit. Et c'est cette morale, cette force qui pousse l'hypersensible à dire il faut arriver à l'égalité, à empêcher le dominant d'abuser du dominé. C'est pas le ressentiment qui le motive, c'est un truc qui vient de notre origine primate naturelle. Quand le primate, justement, cette morale instinctive, quand le dominé tend le cou pour en acte de soumission, le dominant, au lieu de le mordre et de continuer à lui faire du mal, il s'arrête. Donc il y a une morale instinctive qui a décliné progressivement, qui a évolué dans l'humanité en morale, en éthique, etc., et qui devient l'hypersensibilité qui fait qu'on ne supporte pas quelqu'un qui maltraite quelqu'un. Et Nietzsche a fini comme ça. Un maltraiteur frappait un cheval devant ses yeux et son hypersensibilité là a fini par exploser. Il est allé se pendre au cou, il a engueulé le charretier qui frappait cet animal et il s'est pendu au cou du cheval pour le protéger. Il a fait exactement ce qu'il reproche en fait au christianisme. Voilà, il a fait ça, en fait. On va arrêter là sur cette vidéo. Voilà, bon, je suis un peu remonté là, quand même, aujourd'hui. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre présence, des mots que vous laissez de temps en temps qui sont vraiment importants pour moi. Et puis de votre présence même que
je ressens, hein, même si vous écrivez rien, même si ou juste le fait de passer, je sens votre présence, voilà. Et ça, c'est important pour quelqu'un qui travaille seul, isolé, dans le renoncement et l'abnégation et la misère. À bientôt. Merci.